Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Nous voilà donc de nouveau au Théâtre Pierre Lamy de l'École alsacienne pour l'échange avec la salle qui traditionnellement suit nos émissions en public. Nous avons donc parlé des Syriens entre le marteau et l'enclume, des Kurdes et des Russes et des Turcs, et nous avons parlé du 49-3. Et des petits modems entre l'enclume. Et nous sommes ici avec Béatrice Gibelin, avec Jean-Louis Bourlange, avec Mathias Fekl et avec Lionel Zinsou. Je crois que Jean-Louis Bourlange a des questions à poser à Jean-Louis Bourlange, mais nous allons peut-être, dans un premier temps, donner la parole à la salle. Qui est ou quel est le premier, monsieur, ici? Oui, merci, bonjour. Alors j'ai deux questions. Une première qui a été posée par Béatrice Gibelin et on aimerait avoir la réponse. Alors, sans vouloir en remettre une couche, peut-être que Jean-Louis Bourlange pourra y répondre parce qu'il est à l'Assemblée nationale, à savoir le temps du débat, effectivement, sur les retraites, qui a duré très longtemps, plusieurs mois, voire peut-être un an, pour ensuite arriver avec plein de questions qui ne trouvaient pas de réponse. Donc ça, c'est un mystère, si quelqu'un a une réponse ici. Et puis, la conséquence, c'est l'utilisation du 49.3. Donc, vous avez eu un débat constitutionnel où j'ai personnellement appris beaucoup de choses, mais malheureusement, dans la rue, et notamment sur les marchés où je vais tous les dimanches matins, non pas pour faire de la politique, mais pour acheter des légumes frais. C'est une façon de faire de la politique. J'entends des choses, et notamment dimanche dernier, quelqu'un qui dit on ne nous dit pas tout. Et puis vous avez vu hier soir le 49.3, on s'est fait, alors je vais rester poli, avoir. Et ça développe ce sentiment anti-système qui est probablement le plus grand danger qui guette notre pays aujourd'hui, avec peut-être un deuxième tour en 2021, je ne le souhaite pas, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. 2022, on a encore... 2022. Comment peut-on éviter ce drame? Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce point-là? Je crois que Jean-Louis Bourlange interviendrait volontiers. Se fera violence pour intervenir. Brièvement. Non, moi je crois que le 49.3 ne mérite pas du tout l'opprobre dont on l'accable, et je pense que ceux qui ont vraiment cassé le débat effectivement en utilisant un dictionnaire des synonymes, c'est non que ce qui mérite. Cela dit, la raison pour laquelle il y a une incertitude, une inquiétude profonde des Français, elle est très forte. Il y en a à mon avis deux. J'ai essayé de réfléchir pourquoi ce truc ne passait pas. D'abord parce que le gouvernement s'efforce de dire quelque chose qu'il ne peut pas, en fait, prouver ni garantir. C'est-à-dire que ce système n'est pas fondé sur un principe d'incertitude. Quand vous avez un système de points par répartition, ça veut dire que chaque année, le montant des retraites est a priori le résultat des cotisations perçues l'année en question, divisé par le nombre de points dont bénéficient les Français. S'il y a un arrêt de croissance, ça diminue. S'il y a un dumping, bon, alors, évidemment, on ne va pas le gérer tout à fait comme ça. Donc, il y a trois variables pour corriger ce truc-là. Et curieusement, les variables sont refusées. La première variable, c'est de dire, les retraites peuvent baisser. Le gouvernement dit jamais. Bon. Première variable qui s'effondre. Deuxième variable, on va augmenter les cotisations. À ce moment-là, il y a M. Roux de Bézieux qui jaillit sur son cheval et qui dit « pas question d'augmenter, de pénaliser les entreprises, nous sommes déjà à un taux de prélèvement très élevé ». Le gouvernement dit « il a raison ». Et à ce moment-là, il reste les mesures d'âge d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, les syndicats disent « non ». Alors, vous avez trois variables possibles dont toutes les trois sont fixées. Et vous avez un système qui repose sur l'adaptation et la flexibilité. Donc c'est incompréhensible. Et la deuxième raison, qui est très importante, pourquoi le gouvernement dit que la réforme, il a raison, comportera un certain nombre d'avantages pour les petites retraites, donc les retraites fragmentées, donc d'abord les retraites des femmes, pour les agriculteurs, pour les commerçants, et la liste est longue parce que chaque parlementaire arrive avec ses ayants droit, et il y arrive d'autant plus qu'il n'est pas chargé d'assurer le financement. Donc alors là, le parlementaire qui ne finance pas mais qui distribue, il est dans un état d'épaisseur de la peau permanent. Bon, donc on a ça. Mais la vérité, c'est que ces largesses qui sont très légitimes,
n'ont rien à voir avec la réforme. Vous pouviez le faire dans le cadre actuel, elles sont absolument pas appelées par le système de points. C'est en réalité un système de ramassage d'un point de cotisation ou d'un demi-point de cotisation qu'on met ensemble, on en fait un fonds et on le distribue à un certain nombre de gens qui sont en situation délicate pour éviter que, enfin c'est une voiture qui ramasse, une voiture balai, qui ramasse les pauvres, les gens les plus en bas de l'échelle, leur donne un peu plus. Ça n'a rien à voir avec la réforme. Et ça, le gouvernement ne peut pas le dire. Il est obligé de dire, ma réforme comporte ça. Et comme elle ne le comporte pas, que ce sont des avantages collatéraux et non pas des avantages structurels, il a un discours incompréhensible. Et comme disait une illustre personnalité politique, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Matthias Fekl. Excellente citation. Alors, deux choses. D'abord, quand un gouvernement, quel qu'il soit, ne parvient pas à mettre en place un simulateur qui permet à chacun de savoir à quelle sauce il sera mangé avant et après, la méfiance est tout à fait naturelle et il est parfaitement compréhensible que les gens, surtout sur une réforme aussi majeure qui concerne vraiment pour le coup chacun, se disent bon, la confiance n'est pas là. La confiance, ça doit se construire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur l'écart entre le temps du débat et son inefficacité finale, il me semble que ça vient du fait qu'on n'a pas débattu sur un texte. C'est-à-dire que concerté sur des grands principes, franchement, sur les grands principes, tout le monde peut être d'accord. Mais c'est dans les détails ensuite que se font les discussions. Et un vrai dialogue social et politique se fait sur la base d'un document. Et encore une fois, ce n'est pas pour faire la leçon. Je ne dis pas que c'était fabuleux toujours avant, etc. Mais structurellement, aujourd'hui, il n'y a aucun endroit dans notre République, que ce soit dans notre démocratie sociale ou dans notre démocratie politique, où ce genre de discussion peut avoir lieu avec bonne foi de part et d'autre, et donc avec à la fin une construction de confiance. Et il me semble que le décalage vient justement de cette absence de discussion concrète sur un document de travail qui engage tout le monde. Lionel Zinsou. Moi, je crois que la concertation, elle a joué tout à fait son rôle pendant 2 ans. Il y a énormément d'aménagements techniques. Il y a eu énormément de progrès sur un certain nombre de catégories qui vont effectivement bénéficier de la réforme. Dérogation. En tout cas, il y a eu un temps pour la concertation, puis il y a un moment où il y a un temps pour la négociation sur ce qui sépare, où il va falloir faire des compromis. Il n'y a pas de concertation qui puisse complètement rassembler un MEDEF qui est totalement hostile à ce qu'on traite la pénibilité d'une façon telle qu'on ait une compensation par les revenus des retraités, et une CFDT qui est porteuse de ce projet de la retraite à points depuis 10 ans. En réalité, on est en train de faire une réforme social-démocrate de la CFDT. Bon, ceci est légèrement oblitéré par l'attitude de la CGT et de FO. Mais enfin, c'est clairement un raisonnement où la CFDT va devoir faire un compromis, mais compromis qui ne peut se faire que dans un rapport de force entre beaucoup de gains sur la reconnaissance de la pénibilité et de l'autre côté, un allongement, donc le thème de l'âge pivot, de la durée de cotisation, puisque la droite tient à créer le sentiment qu'en 2025-2027, on sera devant un régime équilibré financièrement. Donc il va y avoir quelque chose qui sera le produit du compromis, de la négociation finale. Enfin, on ne peut pas tout faire par la concertation autour de M. Delevoye. Il y a un moment où on atteint une opposition radicale et où il faut faire un compromis. On est juste exactement à ce moment-là. Merci. Une autre question dans la salle. Ils sont tous assis. Le compromis est à tous. Une fois. Eh bien, alors, je pense que nous allons pouvoir donner à Jean-Louis Bourlanges la possibilité de poser une question à Jean-Louis Bourlanges. Non, monsieur ? Oui, alors monsieur là-bas. Merci. Bonjour. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Matthias Fekl, que je trouve particulièrement juste sur le fait qu'il y a peu de lieux d'appropriation des réformes. Je pense que ça pose la question, à mon avis, de la forme démocratique de notre République. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on reste dans un système hyper centralisé qui devient, avec le temps, hyper faible? Parce que je crois que cet épisode de la réforme des retraites, quoi qu'on en pense sur le fond, traduit un affaiblissement général de l'État, à la fois du point de vue politique, mais aussi du point de vue administratif. Comment est-on parvenu d'une promesse de campagne électorale
à un texte dont on ne sait à la fin plus ce qu'il doit poursuivre, à quoi il doit répondre et quel problème il est censé résoudre. Donc au fond, on avait un texte, une promesse, mal traduite, mal négociée, mal concertée, mal appropriée, et au fond, ceux qui pouvaient être pour ne savent plus pourquoi ils sont pour, ceux qui sont contre ne savent plus au total pourquoi ils sont contre, et on a un affaiblissement général de l'État. Et donc je pense que la question posée par Matthias Fekl, je ne sais pas si c'est ce qu'il a en tête, mais en tout cas je voudrais la lui poser. Est-ce que dans une société devenue comme la nôtre, disloquée, fragmentée, est-ce qu'on n'a pas intérêt à revenir à des espaces de démocratie qui soient moins centralisés qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui? Matthias Fekl. C'est une excellente question, à laquelle il n'y a d'ailleurs pas une réponse comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à inventer. Et moi, c'est pour ça que je trouvais l'idée de convention citoyenne, par exemple, sur les sujets écologiques, très intéressante. Elle n'épuisera pas le sujet, parce qu'elle pose là à nouveau l'exécutif devant quelque chose d'insoluble. Soit vous reprenez tout. Dans ce cas-là, quel est encore le rôle des représentants élus? Soit vous effectuez un filtre, et dans ce cas-là, on vous reprochera de ne reprendre que ce qui vous arrange. Mais d'une manière générale, que ce soit des conférences de consensus, que ce soit des débats comme ça, que ce soit tout ce qui permet d'associer le plus largement possible les citoyens à la construction de l'action publique et à son élaboration, à sa mise en œuvre, me semble extrêmement positif. C'est un pari sur l'intelligence collective. Alors ça peut être un peu démagogique si on le fait comme ça, mais dans une société qui est quand même très hystérisée sur tous les sujets, et on ne peut pas dire qu'en prime time, on s'adresse toujours uniquement à la partie la plus rationnelle de l'être humain, je pense, on va dire ça comme ça, poliment, je pense que ce sont des approches extrêmement positives, y compris au niveau local d'ailleurs, hein. Ça vaut au niveau local comme au niveau national, mais le politique ne peut pas rester indifférent aux transformations sociales et sociétales profondes qui ont eu lieu. La Ve République, ça marche quand vous avez le général de Gaulle avec une légitimité historique immense issue du 18 juin, mais ça marche aussi parce que vous avez une société qui est totalement fondée sur le patriarcat, où vous avez un père de famille, je rappelle quand même, qui doit autoriser son épouse avant qu'elle puisse faire des chèques, ou qui même doit les signer en son nom. Enfin, on est dans ça, dans les années 50 ou 60, vous êtes dans quelque chose de totalement dirigé, et où le pouvoir appelle le patron de l'ORTF pour dire comment doit se structurer le journal de 20 heures. C'est plus facile à ce moment-là d'exercer le pouvoir de manière verticale que quand vous avez une concurrence de chaînes médiatiques, de réseaux sociaux, de complexité, de sociétés plus horizontales, etc. Bon, donc l'idéal est d'aller vers ce que vous décrivez. Là-dedans, il faut quand même toujours garder à l'esprit par ailleurs qu'aujourd'hui, vous avez une montée auprès de nos concitoyens, en France et puis pour d'autres pays d'Europe, d'une recherche d'efficacité, y compris au détriment de la démocratie. Hein. Donc il ne faut pas non plus être totalement naïf. Tout le monde ne souhaite pas les grandes concertations et les grands débats. J'étais très frappé par le sondage qui est sorti il y a quelques jours, disant que maintenant, on s'approchait de la moitié des Français qui trouvaient qu'après tout, un régime efficace, même s'il était moins démocratique, c'était pas mal. Et donc là-dessus aussi... inquiétude importante à avoir quand même. Hein. Et encore, il n'y a pas eu de sondage sur le nombre de Français qui voudraient que ce soit les maris qui autorisent les femmes à signer des chèques. Alors je ne suggérais à aucun moment, en cette journée du 8 mars, qu'on revienne à cela. Il y a une chance. Bien au contraire. Je disais simplement qu'il y avait eu des mutations très favorables et positives de la société française vers de la modernité, de l'égalité, de l'émancipation, et qu'il me semblait que nos institutions, aujourd'hui, ne reflétaient pas forcément cela. Eh bien, moi, je parie qu'il y a 2 chances sur 3 que sur Twitter, il y a écrit Matthias Fekl demande que les maris soient de nouveau les seuls à permettre aux femmes de signer des chèques. Jean-Louis Bourlange. Moi, je crois que pour les parlementaires, ça s'impose, et c'est l'article 40. C'est-à-dire que ça empêche les parlementaires de dépenser de l'argent comme ils le font actuellement, parce qu'on les a mis dans une situation où c'est tous les jours Noël. Donc c'est assez impressionnant. Tous les débats actuellement, et chacun arrive avec sa petite catégorie, un besoin d'ailleurs tout à fait légitime chaque fois, parce que les besoins sont toujours légitimes. Le problème, c'est la hiérarchisation, la sélection. Donc on est dans un système d'irresponsabilité à ceux qui ont été décrits jusqu'à présent, total, en dissociant la réflexion sur le coût
et la réflexion sur le principe. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec Mathias sur les conventions citoyennes. Je crois que ça ne conduira pas à très loin et ça crée en fait des réflexes un peu oligarchiques. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont l'habitude d'un certain nombre de choses, qui se substituent aux citoyens lambda et qui laisseront sur les ronds-points les gilets jaunes et tout un ensemble de gens qui se sentiront pas plus représentés. En revanche, je suis d'accord avec l'interlocuteur qui nous pose la question. Je crois que on a dans les institutions actuelles, et je ne comprends pas que le président de la République ne se soit pas lancé hardiment sur ce terrain d'emblée, on avait des possibilités intéressantes. Par exemple, la réforme du mode de scrutin. On avait dit qu'il fallait trouver une combinaison entre une garantie d'une majorité et une représentation proportionnelle pour 45%. Enfin, il y avait 36 moyens techniquement de faire ça. Ma collègue, Madame Wisniewski, a posé la question au président l'autre jour à l'Élysée et ça a fait un flop. On avait bien préparé notre truc et ça a fait un flop. Manifestement, personne ne voulait entendre ça. Et quand on voit la façon dont se passent les débats en commission à l'Assemblée nationale, on voit bien que le bloc majoritaire REM ils votent tous comme un seul homme sur n'importe quel sujet et ils lisent tous. Moi, ce qui me frappe, ce sont des gens qui ne parlent pas mais qui lisent. Alors, on dit sur des trucs absolument élémentaires. On dit l'amendement, l'auteur dit le rapporteur dit le président dit on vote pour ou contre, c'est tout. Alors, pas chez moi, c'est-à-dire pas à la commission des affaires étrangères, où on a effectivement la dimension anarchisante de Madame de Sarnez, qui fait que tout le monde est content de Mélenchon à Dupont-Aignan. On est tous contents, ça se passe très bien, on échange, on parle, on discute, mais c'est les affaires étrangères, c'est quand même particulier. Mais en général, il y a une chape de plomb, et elle est totalement liée à un mode de scrutin où on dit il faut qu'il y ait une majorité, et cette majorité, elle n'a qu'un rôle, c'est d'obéir. Deuxièmement, on a le bicamérisme. Je ne comprends pas, le Sénat donne des exemples intéressants. Là, Monsieur Larcher voudrait, sur la réforme, arriver à aboutir à un contre-projet. Et il n'est pas du tout dans une démarche obstructionniste. On pourrait donner un pouvoir important, par exemple, pour tout ce qui concerne les collectivités territoriales, une codécision, comme on dirait en Europe, entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur un certain nombre de sujets. Puisque le Sénat représente les maires, représente les collectivités territoriales, ça serait intéressant de lui donner un vrai pouvoir. Ça fonctionne un peu comme le Sénat américain, le Sénat ou comme le Parlement européen. Ce sont des gens libres qui ne peuvent pas faire tomber le gouvernement, mais le gouvernement est obligé de tenir compte. Donc, sur des sujets comme les collectivités territoriales, on pourrait avancer. Et enfin, vous avez raison, sur la décentralisation, moi, je suis désolé, l'un des trucs que je n'ai pas entravé dans l'ancienne majorité, c'est la loi NOTRe. La réforme des régions, tout ça, je trouve ça totalement absurde. Une région qui va de Saint-Jean-de-Luz à Châtellerault, une région qui va d'Aurillac à Annecy, ça, je comprends pas. Bon, mais on pouvait, et la région parisienne, n'en parlons pas, on a la région qui est compétente sur les transports et les communes ou les départements qui sont compétents sur le logement. Essayez de vous loger sans vous transporter sans vous loger, vous m'en direz des nouvelles. Donc tout ça est à revoir et on peut effectivement développer du suffrage universel et organiser la participation. Moi, je dis qu'il faut réconcilier les élus qui sont des représentants avec les citoyens qui veulent participer. Et mon slogan, il est très simple, c'est « Les élus sont les agents fondamentaux de la démocratie participative ». Béatrice Gibelin. Après une tirade pareille, il est difficile de reprendre la parole. Mais personne ne m'écoute à part ici. Hein. Alors on commence à comprendre. Je suis Vox Camans, je suis le barde d'Astérix. Oui. Les exemples qu'on a pris... Pas encore attaché, mais... un certain nombre d'exemples qu'on a pris à propos du 49.3. Il se trouve quand même que cette réforme sur les retraites concerne absolument tout le monde. Et que donc, sa nécessité, au-delà des amendements d'obstruction, je suis d'accord avec toi, Lionel, mais sa nécessité de prendre le temps d'expliquer les choses. Peut-être que le principe, chaque heure travaillée, c'est 1 euro cotisé et c'est valable pour tout le monde. Bah, peut-être que ça, c'était pas forcément la bonne idée, même si c'était une idée de la CFDT. Je trouve que sur cette réforme absolument fondamentale, il n'y a pas eu véritablement le débat, les explications nécessaires. Et dans une société qui est une société de défiance de plus en plus marquée, les risques sont grands vis-à-vis d'un certain nombre de positions politiques qui nous mettront très mal à l'aise. Je ne suis pas aussi optimiste que Lionel là-dessus. Lionel Zinsou ? Oui, alors ça m'encourage à persévérer dans l'optimisme.
si vous voulez, je ne comprends pas pourquoi vous avez une conception aussi irénique de la politique. C'est très bien qu'il y ait des débats, des oppositions. Ça fait quand même un contraste avec beaucoup de démocraties libérales où on essaye d'empêcher que s'affirment des convictions opposées. C'est le privilège de la jeunesse de Mathias, parce que moi je suis né juste un peu avant la constitution de la Ve République, pas longtemps après. Mais enfin, c'est une vision complètement tyrannique des débuts de la Ve République. C'est-à-dire, on renverse le gouvernement en 1962, un an après un putsch militaire. Enfin, franchement, et les réformes. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est aller sur Internet aux archives des commentaires sur la façon dont le général de Gaulle détruisait la sécurité sociale. La construction qui aujourd'hui est encensée par absolument tout le monde et qu'il ne faut surtout pas toucher par une réforme des retraites, par les ordonnances, quelque chose d'absolument inacceptable pour la démocratie, de 1967. Oui, c'est un an avant 68. Hein. Oui, non mais, soit. Donc ça veut dire que 68, traduit le fait que c'est pas un long fleuve tranquille des débuts de la Ve République. Et puis en 1969, 4 ans après une élection assez complexe, au suffrage universel, qui a dû d'ailleurs être adopté d'une façon exceptionnelle parce que tout le monde voulait rejeter le suffrage universel et qu'il y a eu renversement du gouvernement sur ce sujet par motion de censure. En 69, s'interrompt sur un désaveu référendaire le mandat du général de Gaulle. Donc, penser que la Ve République a été extrêmement paisible, très bien organisée parce qu'on régnait sur le journal de 20 heures, non. Ça a été une période où d'attentats en motion de censure, en réforme de la sécurité sociale, et je vous assure que la violence de M. Martinez, notamment contre la CFDT, mais aussi contre le pouvoir, mais la violence de M. Martinez, c'est peu de choses par rapport à ce qui a été décrit d'une façon absolument hystérisée de l'explosion de la sécurité sociale, la destruction par le général de Gaulle dans les ordonnances de 1967. Il est normal qu'on ait des oppositions et qu'elles soient virulentes. Il faut des moments d'appropriation, mais il faut bien aussi des moments de confrontation jusqu'à ce qu'on arrive par la négociation à des compromis. Vous n'avez pas à avoir une position aussi irénique dans la vie politique. Moi, je regrette parce que soit je m'exprime très mal, soit quand même une petite simplification de ce que j'ai dit. Moi, j'ai jamais dit que la vie politique avait été un long fleuve tranquille, ni l'histoire de notre pays était simple. Je considère que nos institutions étaient calées sur une certaine forme de la société et qu'à ce moment-là, elles fonctionnaient et qu'aujourd'hui, elles ne fonctionnent plus. Voilà, on peut le contester, mais je disais ni plus ni moins que cela. Par ailleurs, moi, ce qui me semble avoir rendu fou la Ve République, c'est justement 1962. C'est-à-dire l'élection du président au suffrage direct. Moi, je suis désolé, ça rend fou absolument toutes les femmes et hommes politiques qui n'ont plus qu'une seule idée, une fois qu'ils ou elles sont dans le jeu, c'est d'occuper ce poste. Ça rend totalement démentiel la vie politique française, la vie médiatique française qui ne tourne plus qu'autour de ça. Pour être dans le paysage, il faut laisser entendre en on ou en off qu'un jour, vous serez candidat à cette élection. Et donc, il n'y a plus aucun débat sur rien, si ce n'est pour savoir qui va être le sauveur la fois d'après. Et le sauveur, on le sait très bien, il n'existe pas. Aucun des derniers présidents n'a été un sauveur. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont tous été nuls ou tous été extraordinaires. Donc, parce que c'était nous, en fait. Mais non, et donc il y a quelque chose, à mon avis, là-dedans qui a complètement biaisé notre vie démocratique. Et sur la Convention citoyenne, là je suis d'accord avec Jean-Louis sur un point, c'est sur sa composition. À mon avis, une erreur, c'est d'avoir laissé la place au bénévolat là-dessus, en tout cas à pouvoir accepter ou refuser. C'est-à-dire que si on fait des choses comme ça, il faut quasiment être sur l'exemple du jury d'assises, non pas sur le fond de ce qui est traité, mais sur la composition, c'est-à-dire quand vous êtes désigné, vous êtes obligé de participer parce que ça fait partie du devoir de citoyen que de s'intéresser aux affaires de la cité. Alors il faut voir ensuite comment vous êtes pris en charge, notamment pour les gens qui peuvent avoir des problèmes de conciliation avec le travail, etc. Mais si on veut avoir une vraie représentativité, il faut assurer à chacun, quelle que soit par ailleurs sa condition, de pouvoir s'informer et consacrer du temps aux affaires de la cité. Jean-Louis Bourlanges. Oui, sur la Constitution, je crois que moi je suis arrivé à la même conclusion que Mathias sur l'élection présidentielle. Je pense que les bonnes initiatives de la Constitution de 58, c'était le texte de Michel Debré, c'était d'abord le droit de dissolution. C'est ça qui avait été cassé
par l'utilisation maladroite qui en avait été faite par MacMahon et puis relancée par Alexandre Mitterrand. Donc il y avait une espèce de terreur sacrée à l'idée d'avoir une dissolution, et c'est ça qui rend l'équilibre fondamental. Et la deuxième bonne initiative, c'est le partage loi-règlement, article 34, article 37. Ça, c'est les deux pôles, c'est vraiment des choses formidables. Le suffrage universel pour l'élection du président de la République, ça change tout. D'abord parce que c'est pas fait pour ça. Le président de la République, d'après l'article 5, c'est un arbitre, c'est un garant, c'est un homme qui équilibre les pouvoirs publics. C'est l'article 20, le gouvernement qui détermine la politique de la nation, et l'article 21, le Premier ministre qui conduit la politique du gouvernement. Donc, on a effectivement chanté tout cela, et on a donc quelqu'un qui est à la fois le chef de l'exécutif et la reine d'Angleterre. Essayez de faire une seule personne entre la reine d'Angleterre et Boris Johnson. C'est un monstre. Mais c'est extraordinaire, c'est l'éloge posthume de René Coty, et c'est la présentation de Monsieur Lebrun comme étant l'archétype, l'idéal type du monarque en France. C'est le président de la République fédérale, c'est le président de la République italienne, c'est la reine des Pays-Bas, c'est la reine d'Angleterre. Partout, dans toutes les démocraties normalement constituées, la fonction symbolique et la fonction de gouvernement sont disjointes. Devenons l'Italie. Arrêtez, c'est un amalgame facile. Devenons l'Italie. On peut pas être une conscience. Rétablissons les Bourbons. On peut pas être Réinventons une conscience Monsieur pour tout Lebrun. le pays et un arbitre quand le seul C'est extraordinaire. objectif, Heureusement que vous c'est êtes de faire 20% très au minoritaire. premier tour. C'est impossible. Mathias, c'est pas une question de compréhension. Je crains que vous soyez très minoritaire. Mais on est totalement minoritaire, Mathias et moi. Alors là, on le sait, on représente 1% de la population. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'ils élisent le président de la République et demain, au nom de la démocratie, qu'ils vont cesser de l'élire. Oui, c'est pas parce qu'un système n'est pas plébiscité par le peuple qu'il est mauvais. On est minoritaire, mais le drame fondamental des institutions de la Ve République, c'est cette dualité des mécanismes de légitimation. Ça, c'est vrai. Et De Gaulle l'avait pas vraiment perçu. Il voulait rétablir une monarchie républicaine et en réalité, il savait pas quoi faire du Parlement. C'est sur ce désaccord que nous allons terminer ce BADA. Pourtant, il n'est pas tout à fait terminé. Je voudrais, après la brève que Jean-Louis Bourlange avait donnée tout à l'heure sur l'interdiction, enfin la non-publication des mémoires de Woody Allen décidées par Hachette, je voudrais juste lire le texte que les jurés doivent écouter debout, les jurés d'assises, avant d'entrer en délibération. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre un tel, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. Ah, voilà, ça c'est la République.